Eh bien, amis auditeurs et auditrices de Radio Méru, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette belle antenne. Notre ami et président André Antonio m'a-t-il dit, confié ses pouvoirs et j'en suis très touché. Au micro, Jean-Guy, Pharaon 85 à la Châtaigneraie en Vendée. Je suis aujourd'hui en compagnie d'un ami de longue date, très heureux de pouvoir faire une interview à ce grand personnage de la radio en Vendée, au moins en Vendée et même bien au-delà puisqu'il a parcouru beaucoup de kilomètres, il va nous en parler tout à l'heure. Il est venu jusqu'à la maison pour pouvoir faire cette petite interview et donc je suis heureux de lui passer le micro pour qu'il puisse se présenter. Maurice, c'est à vous. Auditeurs de Méru, bonjour. Jean-Guy, merci de votre accueil et merci aussi à André, donc président de la FCCBL, de sa proposition d'interview. Donc je me présente, je m'appelle Maurice, le QRZ était Corsair, donc opérateur Maurice, donc radio sur tout le département et outre-département, actuellement inactif. Oui, inactif, mais quand même, comme moi, membre indépendant de la FFCBL. Membre indépendant de la FCCBL. Eh oui, c'est important de le dire, et puis toujours passionné de radio. Toujours passionné et malheureusement privé de radio pour raison de santé. Eh oui, malheureusement. Mais bon, la passion reste et c'est ça le plus important. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. En quelle année vous aviez commencé la CB, Maurice, et comment vous l'aviez découvert, ce moyen de communication formidable? Alors ce moyen de communication, je l'ai découvert par hasard. J'étais sur un toit de maison qui m'appartenait en train de ranger les tuiles correctement et donc j'avais un talkie-walkie en haut et un avec un opérateur en bas et d'un seul coup j'ai entendu quelqu'un qui criait dedans « Attention, nounours, une copie l'ami ». Donc suite à ça, je me suis intéressé à la personne qui m'avait vendu les talkie-walkie et il m'a répondu « C'est normal, c'est des cibistes ». Voilà. Et oui, c'est normal, c'est des cibistes, effectivement, oui. J'ai connu ça moi aussi bien avant de commencer vraiment à faire de la CB. C'est vrai qu'avec les frangins, on avait des talkie-walkie et de temps en temps, on entendait des conversations qui nous concernaient pas et on se demandait toujours d'où ça venait. Donc, à force de chercher et puis d'attraper quelques bribes, ma foi, on s'est rendu compte qu'effectivement, on entendait des cibistes. C'était en quelle année, ça, à peu près, Maurice? 1980. Ah oui, 1980, oui. Donc la loi sur la CB en France était pas encore en marche. C'était la grande liberté là à l'époque. 22 canaux à l'époque. Ah oui, 22 FM. Ah oui, d'accord. Oui, je pensais même que c'était la liberté totale, moi. À ce moment-là, je pensais qu'on pouvait avoir un peu tout ce qu'on voulait. La liberté présumée est arrivée un peu plus tard, dans les années 85. Année où j'ai attaqué la BLU justement, radio longue distance on peut dire, et dans laquelle je me suis rapproché des radioclubs locaux. Il y en avait qu'un qui existait à l'époque, c'était Charlie Yankee. J'étais au matricule 65 à l'époque, et c'est de là que je pense avoir progressé grâce à des opérateurs radio et radioamateurs. Ah oui, certainement. Certainement, je sais, oui, vous avez fait partie de plusieurs associations et clubs cibistes de toutes sortes. On va y revenir dans un petit moment. À titre personnel, je me rappelle que vous avez fait beaucoup de radioguidage. En particulier, moi, je me rappelle surtout sur la ville de Fontenay, à l'époque, la ville de Fontenay-le-Comte, donc en Vendée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous raconter quelques anecdotes par rapport au radioguidage? Oui, alors en ce qui concerne Fontenay-le-Comte, ça a été quelques années, on va dire 7 ans, en radio 3 ans et demi à peu près. Le peu de radioguidage que j'ai fait, je prenais que les plus importants, sachant que il y avait un opérateur qui était pas loin à la Châtaigneraie, à 30 km d'Encolure, et j'avais à ma gauche, vers le sud de Vendée, dans le 79, un dénommé Pat Delaine, dont le prénom était Daniel, très connu. Donc quand moi je ne pouvais pas, eux prenaient les relais des deux côtés. Donc on couvrait 60 km à nous trois. Et en face de nous, on avait d'autres équipes qui étaient sur Luçon et qui faisaient le relais. Ouais, je crois connaître l'opérateur dont vous parlez qui était à 25 ou 30 km au nord. Oui, effectivement, c'était un opérateur radio qui s'est vu obligé de rester chez lui. Un ancien routier comme moi, sauf que lui, il n'a pas eu la chance. Quand il arrivait devant une maison, la maison a traversé devant lui, il était en canon, il a perdu sa jambe. Ah oui, non, ça c'était au sud, c'était Pat Delaine, ça. Oui, c'est Pat Delaine. Oui, mais moi je vous parlais de celui qui était au nord. Ah,
Alors celui qui était au nord, je crois que c'est Jean-Guy Pharaon, Voilà, il me et je semble crois bien. même que c'est lui qui est à côté de moi aujourd'hui, mais étant malvoyant, je ne suis pas sûr. Par contre, je reconnais bien sa voix et son parler avec son sourire, là. Oui, il était très actif et très populaire, et c'est avec lui d'ailleurs que j'ai passé les meilleurs moments de QSO sur d'autres fréquences que le 19 et le 9, de longues conversations, même que ça faisait beaucoup de jaloux, parce qu'on parlait de tout et de rien et les gens ne savaient pas de quoi nous parlions. C'est vrai on en a passé du temps. Et vous avez été un des premiers opérateurs en fixe que j'ai contacté quand je me suis installé en 91, je me rappelle. Le premier poste que j'ai eu, c'était un JFK. Et parmi les premières stations les plus lointaines, entre guillemets, à 30 km, que j'avais pu avoir, il y avait Corsair, opérateur Maurice. Et c'était pour moi un grand honneur de pouvoir discuter avec vous. Oui, alors sachant que moi j'étais surtout beaucoup en écoute à cette époque-là, avant de prendre le micro officiellement, quand je me suis installé à 47 mètres de haut avec une antenne, je trafiquais avec un Benjamin Franklin, avec un petit câble normal, et puis une petite antenne sur le bord de la fenêtre. Ça devait être une Texas, donc j'avais pas une très grande portée, mais ma radio était très bien réglée. Et au-delà des radioguidages, je sais que vous avez aussi rendu de nombreux services grâce à la CIBI. Vous êtes intervenu plusieurs fois pour appeler les secours, notamment les forces de l'ordre, les pompiers, etc., etc. Est-ce que vous avez une anecdote ou plusieurs marquantes à ce sujet-là? Oui, bien sûr, ça devient, donc c'est par le biais d'une association qu'on avait fondée qui s'appelait ARAS, Appel Assistance Radio Sécurité, et on se basait sur le canal 9 pour prêter secours à toute personne en danger sur la voie publique. Oui, d'accord, tout à fait. Je me rappelle bien d'Arras, mais c'était un petit peu après ça, dans les années suivantes. Mais à titre perso, quand vous étiez en fixe chez vous, vous avez eu des occasions particulières d'intervenir comme ça pour donner des coups de main? Oui, sur place d'ailleurs, sur place sur les lieux d'accident. Parfois c'était avant que les pompiers ou la gendarmerie arrivent, ou parfois c'était après avoir laissé à m'aider. Donc ça m'arrivait sur comment dirais-je, un autocar qui s'était couché dans un fossé. Ça m'arrivait sur une semi-remorque qui avait roulé sur une voiture et bien d'autres choses, mais j'étais toujours en sécurité, comment dirais-je, protection, en protection, hein, donc pour éviter le suraccident. Oui, 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 c'est tout à fait. C'est évidemment très important, très important. Mais je me rappelle d'une certaine voiture d'ailleurs à l'époque qui était remarquée et remarquable, il me semble, avec quelques antennes. Oui, effectivement, c'est une antenne qui était vraiment bizarre, qui était très connue dans le département et outre-département. Elle avait plein de trous sur le toit, sur les pare-chocs et sur la porte, un attelage de remorque. Et il y avait 4 à 5 antennes, mais je ne les mettais pas toutes en même temps, mais en 5 minutes, je pouvais changer d'antenne. Je me promenais soit avec des cardons de marine, soit avec du Paris-Dakar, soit avec du Texas, la Turbo 2, enfin tout ce qu'il y a là avec, plus les antennes des ondes de la bande des 144 radioamateurs, puisque j'étais en écoute, et autorisé en SWL. Eh oui, c'est pour ça qu'on l'appelait l'araignée. Tout à fait, la grosse araignée, il y avait certains monsieur qui étaient habillés en bleu, localement, et qui appréciaient pas trop quand ils voyaient ma voiture. Donc ils aimaient bien me faire des petits contrôles pour me taquiner un peu la rate. Et puis il y avait des fois aussi où l'araignée elle se promenait mais sans antenne du tout et ça fonctionnait quand même, enfin sans antenne apparente. Alors ça, c'était une boîte de conserve qui en réalité était une boîte de lait. Je donnerai pas la marque, c'était Gigos, donc je le dis pas. Et par laquelle je vais garder le couvercle et la boîte elle-même. Je m'étais fabriqué une antenne avec une spire, avec un fil électrique rigide de 5 carrés sur 50 cm de long, raccourci à 25 en spire. Et entouré sur un manche à balai que j'avais coupé le manche à balai à ma mère, elle n'était pas contente d'ailleurs. Et je m'étais fait une antenne soudée avec un câble en dessous et je m'en servais pour faire de la chasse au renard. Et oui, et oui, et oui, et ça en surprenait plus d'un quand vous arriviez sans antenne mais vous saviez où ils étaient quand même. Oui, il est arrivé même qu'un jour, le gars était très en colère parce qu'il embêtait tout le monde à Fontenay-le-Comte. On s'est mis d'accord, les gars sont restés en fixe, moi je suis parti en voiture. J'ai réussi à localiser le gars et après je me suis mis à côté de lui
j'ai posé mon autre antenne sur le toit et j'ai dit, alors, heureux? Il dit, oh, mais de toute façon, c'est pas lui, il y a bien une voiture à côté de moi, mais il n'a pas l'antenne. Alors, je suis sorti avec ma boîte de conserve. Il n'a pas pleuré, on est allé boire un café ensemble. Comme quoi, tout est bien qui finit bien. Je crois savoir aussi que vous avez parcouru quelques, non pas des milliers, mais des millions de kilomètres dans votre vie avec différents types de véhicules, surtout des gros véhicules. Est-ce que la CB a joué un rôle important pour vous à cette époque-là, en mobile en particulier? Alors, en mobile, en ce qui concerne véhicules légers, donc comme tout le monde, oui, 100%. En véhicule poids lourd, très peu, puisque je faisais de l'U-national et de l'U-international, et que, vu que je transportais souvent de la clientèle, j'étais en aquarium, pour ceux qui connaissent, et quand j'étais en semi-remorque, j'avais des postes mobiles, mais les patrons ne voulaient pas qu'on les installe, donc je me suis servi de mes cartes routières. Voilà, et de mon cerveau, bien sûr. Oui, ça peut servir aussi. Alors pour info, pour les auditeurs de Radio Méru qui font pas de radio, l'aquarium dans le langage cibiste, c'est un autocar. C'est bien ça, cher ami? Affirmatif. C'est bien ça. Voilà, un autocar ou un bus de ville, mais ça reste, voilà, ça reste transport public. Un aquarium, hein, voilà, un transport de personnes. Venons-en, si vous voulez bien, à votre vie associative de cibiste. Vous avez été notamment l'un des membres fondateurs du CRAV à Fontenay-le-Comte. Est-ce que vous pouvez nous raconter les débuts de cette belle aventure? Oui, alors, tout d'abord, le pourquoi de cette association cibiste. Parce qu'un certain nombre de cibistes sur le sud de la Vendée, comme tout le monde connaît dans toutes les régions de France, étaient très présents et très actifs sur les fréquences, là, de 0 à 40, et que souvent, il y avait tellement de brouhaha et que il y avait tellement de gens qui foutaient un peu le souk, un jour, quelques personnes de la CIBI Sud-Vendée se sont réunies par visu et ont posé la question, est-ce qu'il serait pas bon de commencer à faire du ménage, de se réunir et d'essayer de faire quelque chose pour que les fréquences du 27 mégas soient un peu plus propres. Et c'est à partir de là qu'on a eu des idées et qu'on a créé le fameux centre de recherche d'applications hertziennes de Vendée, qui est devenu une association. Le but était que donc le centre de recherche d'applications hertziennes de Vendée veut dire que on améliorait la radio au niveau des OM, on cherchait des combines techniques pour améliorer ne plus brouiller les fréquences, que les OM soient plus respectueux des autres, et essayer de créer des choses soit innovantes ou soit des choses à créer carrément, du style des antennes, des postes, etc. Oui, donc c'était quand même un but très, très louable. Oui, pour une simple raison, c'est que ça a tellement bien marché, c'est que on devait être à peu près, en 2 ans, on devait être une quinzaine, une vingtaine. Moi, je n'avais qu'un petit poste, un petit poste, je parle au niveau de l'association, puisque j'avais beaucoup d'idées, ceci très bricoleur en plus, et donc je suis passé trésorier secrétaire. J'étais actif au sein de ce membre, à tel point qu'au bout de 2 ans, on a créé le premier radio club de Vendée, le premier club de la Vendée, qui a réuni quand même beaucoup de départements, radioamateurs, cibistes, informatiques, etc. Et c'est d'ailleurs là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Guy au 2e salon de la radio. Ce salon était à Vix. Oui, je me rappelle bien. C'était intéressant. Il y avait beaucoup de monde. C'était sur 48 heures, il me semble. Oui, 48 heures, le samedi et le dimanche. Ouais. Et c'est vrai que c'était un rendez-vous incontournable pour tous les gens qui aimaient les antennes, les postes, pour acheter, échanger, discuter, parler des installations. Enfin, c'était vraiment sympa. Oui, on a eu d'ailleurs affaire à des personnes très compétentes, puisqu'on a eu affaire à des professionnels de la radiotransmission. On a eu beaucoup de radioamateurs qui se sont déplacés, jusque dans les Landes d'ailleurs. Et on a eu beaucoup de techniciens, et au sein de l'association, on avait un opérateur principalement dont le prénom était Jean Pascal, qui lui est déjà dans la compétence, puisqu'il était licencié radioamateur, mais qu'en plus, il avait une très bonne technique. Il y avait 2 ou 3 personnes autour qui sont venues se greffer, qui sont passées direct à la technique, et donc ça a permis à toutes les personnes qui ont voulu rester au sein du groupe de s'améliorer, de passer à autre chose que la CIBI pure, tout en gardant la CIBI bien entendu. Mais
Ce groupe est devenu, il a mal tourné puisqu'il est passé radioamateur. Alors vous voyez, comme quoi ça valait quand même le coup de le créer. Un groupe radioamateur, il s'intitule F5KDR, actuellement actif sur le sud de la Vendée. Bon, quand Maurice dit que le groupe a mal tourné en devenant radioamateur, c'est de l'humour, hein. C'est de l'humour, évidemment, parce qu'il a son grand sourire. Vous le voyez pas, vous, mais moi je le vois. Et puis j'en profite aussi pour saluer Jean-Pascal au passage. Peut-être qu'il aura l'occasion d'écouter l'émission, ma foi. Oui, bien sûr, mais Jean-Pascal est toujours d'actualité. Je pense qu'il est à la retraite maintenant, mais il est toujours opérationnel. Et justement, donc je dois le rencontrer d'ici peu de temps, vu ma situation. Il va voir ce qu'il peut faire pour m'aider à reprendre un peu de la radio, au moins de l'écoute. Entre parenthèses, SWL, donc ça fait plaisir. 30 ans d'amitié qui restent, ça fait plaisir. Malgré les kilomètres qui nous ont séparés depuis des années et des années, on va peut-être se revoir enfin. Enfin, lui me reverra, moi je le reverrai pas. Eh oui, tout à fait, oui. Bah, s'il peut faire quelque chose, je pense bien que lui aussi, il fera tout son possible pour vous donner un petit coup de main. Donc oui, les activités au sein de ce groupe, ma foi, c'était ma question suivante, mais on vient d'en parler. Est-ce que vous avez par contre été membre ou fondateur ou créateur ou simplement membre d'autres clubs? Vous aviez parlé d'Arras tout à l'heure notamment. Oui, alors Arras, en tant que membre fondateur au deuxième groupe, dont le nom Arras, le premier a été dissous pour manquement à la législation, le deuxième a été créé justement pour sélectionner les OM des opérateurs, et à partir de là, nous avions un président qui s'appelait Michel, dont il a disparu aujourd'hui malheureusement, et les personnes qui les a réunies autour de nous, sur multiples départements, ça descendait quand même jusqu'à Nevers, hein, dans le 58 hein, et dans le 40. Donc on a réussi à installer cette association qui est passée en fédération. Donc cette fédération donc européenne et qui est restée sur 3-4 ans et qui a coulé d'elle-même par manque d'opérateurs parce que les personnes trouvaient que c'était trop dur et fastidieux de remplir des mains courantes, de rester dans un vocabulaire correct. Et il fallait quand même faire les mains courantes et tout, et ils ont abandonné, ça occupait beaucoup trop, voilà. Eh oui, ça fait plaisir de citer Michel, quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié aussi à l'époque, qui, quand je l'avais vu la première fois, avait son petit Alan 18 avec une antenne de 70 cm sur le coffre de sa R21, et puis qui m'avait demandé quelques conseils, et quelques temps après se promenait avec un Superstar 3009 et un V300P. Et avec une antenne beaucoup plus grande, ça marchait beaucoup mieux. Même lui, il en revenait pas. Et c'était toujours un plaisir. J'ai fait des QSO avec lui, mémorable aussi. On l'entendait de loin. Et moi étant en fixe, c'est vrai que on discutait souvent pendant des longs moments, le temps qu'il était sur la route. C'était vraiment quelqu'un de sympa et d'intéressant. Et vous avez fait partie d'autres groupes? Oui, alors des groupes, bien sûr, comme tout le monde, hein, on a fait le tour. J'ai eu la chance d'être avec un opérateur qui était radioamateur, pilote d'avion et donc ancien commandant de base de Colmar que j'ai rencontré dans ma vie et qui m'a dit Maurice, reste pas tout seul, viens avec les Alpha Tango. Donc étant radioamateur, il faisait de la chimie et donc c'est lui qui m'a lancé vraiment sur la voie. Et donc j'ai fait partie des Alpha Tango en tant qu'opérateur. J'ai fait partie aussi du groupe Bravo Golf de la région Bretagne. Donc groupe Bretagne en DX, j'ai fait partie donc de la race en ce qui concerne groupe DX également, et au niveau du CRAV, donc le centre de recherche d'application hertzienne de Vendée, mon matricule était Roméo Papa 03. Donc je crois que j'ai bien rempli certaines missions. Oui, je crois que vous avez fait partie des Bravo Golf aussi, non? Oui, c'est ce que je disais, Bravo Golf dans les années 80 à 85. Et j'étais Bravo Golf 273, responsable du département 85. D'accord. Tout ça, ça va parler à tous les gens qui ont fait du DX dans ces années-là. C'était quand même des grands groupes et des références. Et Arras, je crois que c'était basé à Saintes dans les derniers temps, c'est ça? Oui, dans les derniers temps, ou avant-derniers temps, c'était à Saintes, puisque quand on a dissous l'association Vendée, on l'a refondée. Elle était déjà dans la ville de Saintes, mais elle s'appelait pas Arras, c'était une association de sécurité secours, mais qui battait un peu de l'aile, donc c'est de là que Michel est intervenu. Ils ont donc créé l'Arras, et après, moi, je suis intervenu dessus,
Et de Saintes, cette association a été envoyée sur Nevers. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qu'elle est devenue. J'ai cherché sur Internet, je ne sais pas. D'accord. Eh ben, peut-être que cette émission nous permettra d'avoir des informations, pourquoi pas, hein, s'il y a des auditeurs qui sont au courant de quelque chose, on ne sait jamais. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, malheureusement, vous n'êtes plus équipé en station radio, et pourtant vous avez eu beaucoup de matériel d'émission et d'écoute. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et puis surtout nous dire quels étaient vos coups de cœur, quels ont été vos coups de cœur en matière de matériel, histoire de faire plaisir à des civistes passionnés qui seraient à l'écoute? Alors à ce jour, je ne dispose d'aucun matériel, puisque le dernier matériel que j'ai eu, je l'ai offert à une association, donc une association qui s'occupait pour le bien-être des autres, donc j'en ai profité pour leur faire plaisir. J'étais très peu équipé, rassurez-vous, hein. J'ai démarré donc avec le fameux Tsekiwalki, après je suis passé avec un Midland couleur bleue, je sais plus quelle référence, Ah, bleu ou vert. 2001, 4001, 5001, Voilà. 6001, 7001. Ensuite, je suis passé en président Grant, en mobile. En fixe, j'ai eu la Concorde 2 dans les années 83, 84. Concorde 2 avec une antenne HAM internationale 12 radians. Après, je suis passé, mobile, parce que vu mon métier, je ne pouvais pas être partout. Et quand je me suis retrouvé changement de domicile, changement de situation, je me suis basé à Fontenay-le-Comte. Alors là, il y avait du monde par contre, hein. Là, il y avait quand même VX302 RX, hein, donc ce qui veut dire pas d'émission, tout en réception de 0 à 30 mégas sans trou, tout mode, y compris le RTT. Et donc, autrement, Galaxy Saturn sans turbo, aucun Alpha Lima sur les appareils, président Grande toujours d'actualité, un poste CB calé sur le canal 9 uniquement, quelques scanners toute bande, c'est-à-dire RTR NER. Hein, j'écoutais tout ce qui était écoutable. Et donc, énormément de matériel, des batteries sous le bureau, des alimentations. Enfin, je vous explique pas. Les opérateurs qui ont installé ça, c'est donc le groupe du Centre de recherche et d'application hertzienne de Vendée. Les techniciens du groupe qui se sont fait un plaisir à passer pratiquement une journée à tirer les câbles, à régler le TOS et puis tout le bazar, parce qu'à 47 mètres de haut, il fallait déjà calculer. Sans brouiller personne, sauf les opérateurs qui écoutaient en environnement. Oui, mais ça, c'est le jeu. Sur les canaux adjacents, évidemment, oui, vu la hauteur, évidemment, ça... C'était la jalousie, ni plus ni moins. Ah oui, d'accord. Là, la portée et la pureté de la radio. C'est encore autre chose. Oui. Oui, là, c'était pas du brouillage, là, dans ce cas-là. Non, absolument pas. D'accord. Non, j'aurais cessé les émissions immédiatement. Oui, ben je me doute bien, je me doute bien, mais c'est vrai que en étant situé assez haut, l'avantage c'est qu'on n'avait pas besoin d'avoir beaucoup de puissance pour passer correctement, quoi, hein, ouais. avec des radios claires et propres. Et moi, je sais que bien souvent c'est pareil, on me disait dis t'en envoies, hein? Ben je dis non, je suis à 4 watts, mais bon, étant situé assez haut, c'est sûr que ça passait bien, quoi, hein, sans problème, hein. En vous écoutant, Maurice, on sent très bien que la passion de la radio est toujours bien présente en vous. Comment voyez-vous l'avenir de la CB aujourd'hui? Alors, juste première question, passion de la radio, oui, puisque maintenant étant privé de la vue, je suis en écoute sur la fréquence du REF, du réseau des émetteurs français, qui m'a été communiqué par un radioamateur dénommé Jean Pascal, et que je remercie encore, et ce qui me permet de me réjouir les oreilles. Et donc, par contre, comment je vois la radio CB aujourd'hui, c'est compliqué parce que il est vrai que la téléphonie a tout embarqué dans les années 90, on va dire, quand Olla est sorti, Kinéris, et que la CB, les gens se sont éliminés les uns les autres, que peu de CB sont restés, des opérateurs en USB, LSB et compagnie, oui, mais à ce jour, je crois qu'il y a plus grand monde sur la CB. Il serait plaisant de revoir quand même quelques opérateurs, parce que en cas de catastrophe, à part les téléphones, je vois pas comment on peut faire, parce que la VHF elle passe partout, la HF elle passe partout. Je vois pas comment ils peuvent faire avec leur téléphone sans batterie, hein.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un moyen de communication qui fonctionne toujours, effectivement, même sans courant, on le sait tous. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui n'en ont pas conscience aujourd'hui. Et quand on voit que même les téléphones aujourd'hui, on est dépendant d'Internet pour pouvoir téléphoner, même en téléphone fixe, je veux dire. Eh ben, c'est vrai que la CIBI, en cas de catastrophe, et notre ami et président André parle souvent de ce genre de problème. Il est vrai que la radio, dans ces cas-là, vu tout ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique, des bouleversements mondiaux, des tempêtes, etc., etc., dans des zones qui sont privées de moyens de communication traditionnels, je dirais, la CIBI peut encore aujourd'hui s'avérer de très grands secours, hein. Oui, la CIBI et la radio, bien sûr, puisque CIBI plus les bandes radioamateurs, puisque je précise que dans le groupe Centre de recherche et d'application hertzienne de Vendée, donc l'association qui est passée F5 KDR, il y a quand même des opérateurs qui font partie des secours à disposition des préfectures, du service d'État. Ça s'appelle l'ADRASEC, Oui. je pense que tout le monde connaît. Oui, l'association des radioamateurs au service de la sécurité civile. Tout à fait, Maurice. Très bien. Eh bien, on va arriver gentiment à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour conclure ? Oui, pour conclure, éventuellement, c'est pas que j'ai omis, mais je me rappelle plus du nom de l'opérateur. J'ai rencontré un OM qui était excellent l'an passé en compagnie de Jean-Guy en réunion publique, sur invitation, mais publique quand même. Didier, voilà, Didier, qui nous a présenté un micro de chez Midland qui était très attractif, mais dont je ne peux pas me servir. Je vais attendre un peu de l'évolution, mais Jean-Guy saura mieux vous en parler. Oui, il s'agit du dual mic avec l'application CB Talk. Affirmatif, oui. Mais j'avais passé une excellente soirée avec lui et bien d'autres, bien sûr. Mais je regrette pas d'avoir reconnu ce monsieur. Et d'ailleurs, s'il nous écoute, je lui envoie les 73, comme dirait tout le monde. Et d'ailleurs, je n'oublie pas qu'il a toujours à sa disposition 2 livres qu'il a écrits lui-même sur la CIBI d'avant à nos jours, etc. au niveau technique. Son histoire à lui perso avec les associations. Je trouve que c'est un excellent ouvrage, sauf que je suis privé pour le lire. Voilà. Eh oui, tout à fait, tout à fait. Bah oui, Didier, c'est un auditeur fidèle de Radio Méru et des émissions de la FFCBL. Évidemment, il a été interviewé lui-même il y a quelque temps par André. Donc, je pense que ce petit clin d'œil lui fera plaisir et je lui envoie mes amitiés également. Écoutez, voilà, une belle interview, une belle émission de plus qui se termine. Ces émissions, évidemment, sur Radio Méru, animées par la FFCBL, en général par le président, que je remercie encore une fois, André, de m'avoir légué son pouvoir aujourd'hui pour pouvoir interviewer mon ami Maurice. Ces émissions ont pour but de promouvoir notre passion et de donner la parole aux associations, évidemment, et puis aux indépendants aussi, et membres de la FFCBL. Un immense merci à Hervé Martin, parce que c'est lui le fondateur, le créateur de Radio Méru. Il a eu cette riche idée de créer cette web radio, et cette riche idée étant radioamateur télégraphiste, de laisser un temps de parole à la fédération, à la FFCBL, une fois par semaine. Et ça, je trouve que voilà, c'est une main tendue de la part d'un radioamateur vers des cibistes, et je trouve ça assez extraordinaire. Et je trouve que c'est pour les clubs et pour tous ceux qui peuvent participer, je trouve que c'est un nouveau moyen de communication, un moyen de s'exprimer qui n'a pas de prix. Moi, je me rappelle que quand je m'occupais de l'association Clarisse, c'était toujours un privilège de pouvoir être reçu sur des plateaux de petites radios FM ou de petites web TV ou de petites télé locales, du moins, parce qu'il n'y avait pas de web TV à l'époque. Mais c'était toujours un immense privilège, et vraiment, je trouve que c'est formidable de la part d'Hervé de tendre cette main à la FFCBL et à ses membres. Pour information, cette émission, comme toutes celles qui sont enregistrées par la FFCBL, sont rediffusées plusieurs fois dans la semaine. Donc ce soir tout d'abord, donc le lundi à 21h, le mardi à 2h du matin, le mercredi à 12h, le jeudi à 4h, le vendredi à 16h, le samedi à 5h, le dimanche à 4h, et tout cela évidemment à l'heure de Paris ou de Madrid. N'oubliez pas, si vous êtes ailleurs dans le monde, de bien vous caler par rapport au fuseau horaire de Paris.
Voilà, chers amis et amis ES, merci de votre écoute, chers auditeurs, chères auditrices. Je compte sur vous pour continuer à diffuser cette information, évidemment, sur vos pages associatives et personnelles. Encore une fois, un immense merci à André Antonio. Merci à vous, Maurice, d'avoir fait la route jusque-là. Merci à votre chauffeur et épouse, Annie, qui est pas loin de nous, sans qui, évidemment, vous n'auriez pas pu venir jusqu'ici. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir cet après-midi. Et puis, ma foi, à tous les auditeurs et auditrices, au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Au revoir à tous, y compris les WL. Pharmacos leur fois tout petit.